Ravi de vous retrouver dans cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout de suite, les titres. Au Gabon, Ali Bongo Ndimba, supporter numéro 1 des Panthères, a reçu ce lundi l'équipe nationale de football au lendemain de son élimination de la Coupe d'Afrique des Nations que le pays accueille jusqu'au 5 février. Le président a rappelé aux joueurs les défis futurs. En Gambie, le pays tout entier attend Adama Barrow, le président élu actuellement au Sénégal, où il est en exil depuis quelques jours. Après le départ de Yahya Jammeh pour la Guinée équatoriale, le nouveau président attend la sécurisation du pays. Et puis en Turquie, ouverture ce lundi du procès de 62 militaires, dont 28 officiers, accusés d'avoir pris part au coup d'État manqué de juillet dernier. Des milliers de Turcs de tous les secteurs de l'administration publique sont dans le viseur du pouvoir. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page du Gabon. Tout d'abord, rencontre entre le ministre d'État en charge de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts, porte-parole du gouvernement, Aline-Claude Bilibizé, et les syndicats. Occasion pour le membre du gouvernement de lancer officiellement les travaux de la commission chargée du suivi de la plateforme revendicative des syndicats de la communication et de la culture. Les travaux de cette commission, qui débutent ce mardi, devraient permettre de trouver des solutions aux problèmes qui minent le secteur des médias publics et de la culture. Les détails dans ce compte-rendu de Mirandangé. Ils étaient nombreux lundi à l'auditorium Georges Rahuri. Ils, les syndicalistes du secteur de la communication et de la culture, pour porter haut leurs revendications qui seront traitées en 3 sous-commissions. Ces syndicats ont déposé sur la table du gouvernement des attentes qui viennent d'être rappelées. Les attentes liées aux questions de statut, aux questions de rémunération, aux questions de suivi et plan de carrière et bien entendu aux questions d'équipement et matériel s'agissant des chaînes publiques de radio, de télévision et y compris Africa numéro 1. Pour Alain-Claude Bilebizé, de telles revendications ne pourraient aboutir sans une pointe de respect envers les autorités compétentes. Nous espérons que des propositions seront posées sur la table du gouvernement. Nous ne pouvons qu'espérer un climat dépassionné, un climat empreint de respect, le respect. Un élément fondamental qui tend à disparaître de nos rapports quotidiens, le respect. On est agent, on est syndiqué. Cela ne fait pas de nous un agent au statut particulier qui peut manquer de respect à la hiérarchie et à tout le monde. Le respect. Sans ce respect, il n'y aura pas de négociation possible. Prévu pour durer 2 semaines, ces travaux dureront 1 semaine au cours de laquelle des solutions seront trouvées pour pallier les problèmes des agents de ces différents secteurs. Et entre retard des salaires des collaborateurs extérieurs de la radio et la télévision d'Africa numéro 1, dette, finalisation de la réforme des médias publics avec la définition du statut des agents de Gabon Télévision, de Radio Gabon et de l'agence gabonaise de presse, élaboration d'une convention collective des agents des médias publics, autant de problèmes abordés au cours de cette réunion de ce lundi entre le ministre d'État en charge de la communication et de la culture et les syndicats. Retrouvons Mirandangé. Parmi les revendications des syndicalistes du secteur de la communication publique figure le statut des agents de Gabon Télévision, de Radio Gabon et de l'agence gabonaise de presse, l'élaboration d'une convention collective d'une grille de salaire et la fourniture des équipements indispensables, notamment à la radio et à la télévision nationale, considérées comme maisons à multiples vitesses. Au regard d'une part de ce qu'ils sont, des fonctionnaires de l'État, agents de l'État, et d'autre part du statut alloué à Gabon Télévision et Radio Gabon, notamment par la réforme engagée au niveau de l'audiovisuel public, qui fait qu'aujourd'hui vous avez au niveau de Gabon Télévision et de Radio Gabon une maison à multiples vitesses, avec d'un côté une hiérarchie et des agents qui relèvent de la fonction publique. Également présent à cette réunion, le syndicat de la culture, un secteur important mais souvent oublié. Nombre de ces agents ont du mal à trouver une intégration à la fonction publique. Et pour cause, généralement, sont des agents issus de l'ENAM, une école qui, à la base, n'avait pas vocation à
former des agents pour être ensuite intégrés à la fonction publique. Malheureusement, chemin faisant, ils ont été intégrés à la fonction publique et il y a des problèmes de suivi de carrière. Parce qu'en effet, certains ont été admis à l'ENAM niveau BPC. La loi de finances étant en cours d'élaboration, les syndicalistes devraient attendre encore quelques temps pour que leurs revendications y soient intégrées. Je vous l'annonçais à l'entame, au lendemain de leur élimination de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue au Gabon, les Panthères du Gabon ont été invités au Palais Rénovation de Libreville par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. L'objectif étant entre autres de réaffirmer son soutien à la sélection nationale malgré cette élimination qui accable la nation vert-jaune-bleu après 3 matchs nuls concédés en phase de poule. Témoin de cette rencontre, Kenny Ongouri. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu à sa résidence du Palais Rénovation à Libreville les joueurs de la sélection gabonaise au lendemain de leur élimination de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue au Gabon. Cette réception était l'occasion pour le doyen de la sélection nationale de dire la déception de l'équipe. Présente à cette cérémonie, le ministre des Sports a dans son discours circonstanciel salué les efforts du président de la République dans le domaine du sport avant d'exhorter l'ensemble de l'équipe à la concentration face aux épreuves à venir. Pour Ali Bongo Ondimba, l'élimination est une réalité, mais le supporter numéro 1 des Panthères reste positif. La poursuite de la Coupe d'Afrique des Nations reste le nouveau défi du Gabon. Le peuple gabonais, dont l'hospitalité est reconnue par-delà l'adversité, est invité une fois encore à relever le défi de cette organisation malgré la sortie prématurée de leur équipe nationale. Le président de la République reconnaît que cette équipe aurait pu aller très loin si elle avait fourni le même jeu dès le départ, mais garde l'espoir d'un avenir meilleur pour cette sélection qui connaît des progrès. On reste debout et fort, on n'a pas démérité, il y a d'autres épreuves et celles-ci doivent être affrontées avec détermination, a renchéri Ali Bongo Ondimba. Et pourtant, ils se sont levés comme un seul homme pour encourager, soutenir leur sélection nationale qui affrontait dimanche le Cameroun pour le compte de la dernière journée de la poule A. Les Gabonais étaient nombreux au stade de l'Amitié, signe d'un amour sans fin. Dans tous les cas, la mobilisation était au rendez-vous, comme le démontre ce reportage de Kevin Oswald Kaga. Plus exactement, 38 200 supporters ont fait le déplacement pour le stade de l'Amitié, en grande partie les Gabonais, qui ont voulu à tout prix encourager leur sélection nationale, qui vient malheureusement de rompre avec la compétition suite à ce match nul enregistré face aux Lions indoptables du Cameroun. Les images montrent en évidence que les Gabonais aiment leur équipe, pour certains pas trop déçus de la prestation des Panthères du Gabon ce soir-là. Je ne suis pas déçu des Panthères gabonais, vu que dès le début, ils ont quand même pu faire une bonne prestation. Il faut reconnaître qu'il y a eu des manques, mais je crois que la prochaine CAN, on fera mieux. Tout ce que l'on peut faire, c'est de garder la foi. Vraiment, ça a été difficile, mais c'est le pays, on les a supportés jusqu'au bout. Ils ont perdu vraiment, s'ils avaient commencé comme ça depuis le début. Mon reste compatriotes, ils ont bien joué les gars, même si on a perdu, c'est pas grave. Je tiens déjà à signaler que je viens du Sénégal pour soutenir mon équipe nationale, mais je suis tellement déçu ce soir. Et voilà, c'est le sentiment qui anime tous les Gabonais ce soir. Mais bon, on va faire comment, comme on dit chez nous, c'est la compétition. Aujourd'hui, le Cameroun a joué son va-tout, le Burkina aussi. On ne peut qu'être derrière notre équipe nationale. C'est un match de football, hein. Il faut aussi compter avec la chance. Hein, parce qu'on a vu les dernières minutes, ce qui s'est passé à la fin. C'était une victoire. Hein. Bon, c'est arrivé, ce sont des aléas qui arrivent au cours d'un match de football. Le vert jaune bleu, comme l'appellent de nombreux Gabonais, a enregistré 3 nuls malgré tout qui ne leur permettent pas de se qualifier au second tour de la prestigieuse compétition africaine de football organisée au Gabon. La fête du football africain, elle se poursuit, mais sans le Gabon. Après cette sortie prématurée des Panthères du Gabon ce dimanche face aux Lions indomptables dans le groupe A, place à présent au désormais bilan et le regard de la rédaction de Gabon 24 sur cette élimination qui fait couler encre et salive, signé Limbrice Boubala sur les images d'archives. Dans cette élimination, que pouvait donc faire José Camacho, annoncé à tort ou à raison comme étant l'homme providentiel? Au regard de la situation, pas grand-chose, puisqu'il découvrait ses poulains la veille même du tournoi
et sans match de préparation sérieux. Dans ce contexte, il est inutile de tirer à boulet rouge sur un entraîneur qui, disons-le, hérite l'amour de l'improvisation de certains dirigeants. Le changement d'entraîneur au moment où tous étaient d'accord pour le limogeage de José Costa en fin de contrat, mais également le manque de préparation de l'équipe sont la résultante de cette catastrophe. Le Gabon, pays hôte de la CAN 2017, est donc la seule formation à ne s'être pas préparée. Incroyable, mais vrai. Et nous refermons cette page du Gabon, encore et toujours du sport, football. La sortie matinale des Panthères du Gabon dans cette Coupe d'Afrique des Nations Total 2017 a permis de relever le comportement de certains activistes sur la toile qui, aujourd'hui, mettent les considérations politiques au-dessus du patriotisme. Le regard de Larissa Matsumo. Au sortir du match Gabon-Cameroun dimanche, les réactions ne se sont pas fait attendre sur les réseaux sociaux. La Coupe d'Afrique des Nations 2017 devra désormais se jouer sans les Panthères. Pendant que certains pleurent le départ matinal du 11 national, il est malheureusement constaté que d'autres Gabonais se réjouissent de l'élimination des Panthères du Gabon. Depuis le début de la compétition, il n'est pas rare de voir sur la toile des paroles et images incantatoires pour proclamer la défaite des Panthères. Les amulettes et autres actes mystico-spirituels n'expliquent pas forcément l'infortune du 11 national, mais pose néanmoins le problème de l'antipatriotisme sur fond de contestation politique affichée par certains compatriotes. Il s'agit en réalité d'un groupuscule d'activistes qui n'arrivent toujours pas à avaler la pilule de la dernière présidentielle. Aujourd'hui, la politique a pris le dessus sur le patriotisme, l'honneur, mieux, la fierté des couleurs nationales, oubliant que quel que soit le président à la tête du Gabon demain, qu'il soit sorti des rangs de l'opposition ou tout autre Gabonais, le soutien aux Panthères doit être inconditionnel. Comme cela se fait dans tous les pays du monde, malgré les problèmes sociopolitiques internes, le sport est l'élément qui les unit par amour pour le pays et la fierté de tout un peuple. Une signature donc de Lariska Laure Mamengi, devrais-je plutôt dire. Et nous ouvrons la page Afrique au Cameroun, justement, où 4 militaires camerounais, dont un général coordonnant une opération de lutte contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram, ont été tués ce dimanche dans un crash d'hélicoptère. Ismaël Obianzé. C'est un coup dur pour l'armée camerounaise qui perd ainsi 4 de ses vaillants soldats, dont un général qui coordonnait une opération de lutte contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Ils ont été tués ce dimanche dans un crash d'hélicoptère selon les sources officielles. Le petit village de Bogo, théâtre du drame, s'est réveillé ces débuts de semaine sous le choc. Les secours évacuent encore les corps des soldats victimes du crash. Nous avons perdu 4 de nos vaillants soldats. Donc le général Jacob Kodji, commandant l'armée de la place, le colonel Kameni, qui est le RG4, le porte-fanion du général Kodji et le pilote. On n'en sait pas plus pour le moment sur les causes du crash. À retenir les 4 victimes que le général Jacob Kodji était le patron d'Emergence 4, nom de baptême d'une des opérations lancées par le Cameroun contre Boko Haram. En plein combat contre les djihadistes nigérians, il avait été promu en août 2015 général par le président Paul Biya. Il s'agit du premier général camerounais à trouver la mort dans le cadre du combat contre Boko Haram. Partons pour la Gambie. Yahya Jammeh, l'ex-président gambien, est donc en exil en Guinée équatoriale. Il est parti dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 janvier via Conakry, où un avion du président Obiang Nguema Zogo l'attendait pour l'emmener à Malabo. Mais pourquoi la Guinée équatoriale? Cette destination n'était pourtant pas celle qui avait été la plus évoquée au cours des négociations. Jamilan Bengman nous en dit un peu plus. Selon plusieurs sources proches des négociateurs, la Mauritanie était sur les rangs pour accueillir Yahya Jammeh. Mais c'est la proposition marocaine qui était le plus sérieusement envisagée jusqu'à vendredi. Ce n'est que vendredi, au cours des ultimes négociations, que le président Obiang Nguema Zogo aurait offert l'asile à l'ex-chef d'État gambien, une offre qui aurait eu le double avantage de rassurer Yahya Jammeh face à d'éventuelles poursuites judiciaires et de rassurer aussi l'équipe d'Adama Barrow et la CEDEAO. L'option du Nigeria proposé mi-janvier par le Parlement aurait été écarté par Yahya Jammeh lui-même, d'une part parce que le Nigeria a été
été un des premiers pays à mobiliser ses troupes pour une intervention et d'autre part, car Yahya Jammeh aurait craint d'être éventuellement rattrapé par la justice. En effet, du temps du président Obasanjo, Abuja avait offert l'asile au Libérien Charles Taylor avant finalement de le livrer pour le tribunal spécial pour la Sierra Leone. De plus, le Nigeria est membre de la Cour pénale internationale, tout comme la Guinée. Sauf que cet exil en Guinée équatoriale n'est du goût de tout le monde. La Convergence pour la démocratie sociale, l'un des principaux partis d'opposition dans ce pays, a condamné dans un communiqué rendu public ce dimanche l'initiative du président Obiang Bazogo d'accorder l'asile politique à l'ex-président gambien. Et toujours en Gambie, avant de partir en exil samedi, l'ancien président gambien Yahya Jammeh aurait volé des millions de dollars dans les caisses de l'État. Un doigt accusateur porté ce dimanche par un conseiller de son successeur, Adama Barrow, le jour même où une mission militaire ouest-africaine se déployait pour sécuriser le territoire. Le récit de Larissa Matsoum. Au moment où nous prenons en main le gouvernement, la Gambie est en détresse financière, a ainsi affirmé Maï Fati, un proche conseiller du nouveau chef de l'État gambien, toujours réfugié à Dakar où il a prêté serment jeudi. Selon lui, en l'espace de 2 semaines, 500 millions de dalasi ont été retirés par Yahya Jammeh, soit près de 11 millions de dollars. Hébergé par le Sénégal à Dakar depuis la mi-janvier, Adama Barrow souhaite rentrer dès que possible, a encore confirmé dimanche Fati, son conseiller, lors d'une conférence de presse à Dakar. Mais la sécurité en Gambie est encore fragile, a souligné celui-ci. Dans une déclaration lue en son nom par Fati, Adama Barrow a souhaité que les forces de la MISEGA, la mission de la CEDEAO en Gambie, restent jusqu'à ce que la situation générale sur le plan de la sécurité y ait été globalement rétablie. Selon un haut responsable sénégalais de la MISEGA, le chef de l'armée gambienne, Ousmane Badji, aurait déjà annoncé son ralliement au nouveau président. L'opération de la MISEGA durera jusqu'à ce que les conditions de l'exercice effectif du pouvoir de Barrow soient réunies, a assuré son commandant, le général François Ndéaï. Après 6 semaines de crise politique grave née du refus de Jammeh, battu à l'élection présidentielle du 1er décembre, de céder la place, les choses commencent cependant à se décanter. Selon des sources officielles guinéennes et la CEDEAO, il a ensuite pris un autre avion pour la Guinée équatoriale, mais les autorités de ce pays restaient silencieuses dimanche soir sur sa présence sur leur sol, alors que le principal parti de l'opposition, la CPDS, a dénoncé la décision d'accueillir l'ex-dictateur de Gambie. Direction le Kenya, où le service de la faune du pays continue de mettre en œuvre des mesures de gestion à court et à long terme pour la conservation des lions dans les parcs de Nairobi. Celles-ci vont de la maintenance des barrières à la gestion active de la population des lions par l'entremise de la surveillance satellitaire qui se fait à l'aide d'un collier GPS tel que nous le rapporte Marina Boissa. Les mesures de gestion pour la conservation des lions dans le parc national de Nairobi sont multiples. Celles-ci vont de la maintenance des clôtures à la gestion active de la population des lions. Le tout par une surveillance satellitaire. Grâce à d'autres partenaires de conservation, 5 lions dans le parc ont été précédemment équipés de colliers de radiosatellites pour surveiller leurs mouvements et leur emplacement. Le Kenya fait face à un défi en matière d'équilibre entre conservation et développement. À la moitié de l'année dernière, en fait pas seulement à la moitié de l'année, en mars dernier, il y avait eu le problème des lions qui quittaient le parc national de Nairobi, qui avait culminé avec la mort du lion Mouak à l'extérieur de la partie sud du parc. L'IFAI, qui est une formation secouriste animalière dans le monde, a jusqu'à présent remis à KWS, le service de la faune du Kenya, 6 colliers de satellites et 18 pièges à caméra. Ces équipements aideront à améliorer la surveillance des lions et donc à mieux informer la prise de décision de gestion. Poursuivons avec votre page des actualités hors du continent. Tout d'abord en France, Manuel Valls, arrivé 2e ce dimanche au premier tour de la primaire socialiste élargie, a appelé les électeurs à faire le choix au second tour entre la défaite assurée s'il désigne Benoît Hamon et la victoire possible à la présidentielle. Larissa Matsoum. Manuel Valls, 54 ans, qui s'est lancé dans la course à l'investiture après le forfait de l'impopulaire président François Hollande, a été devancé dimanche au premier tour de la primaire socialiste par un outsider de 49 ans, Benoît Hamon, issu de l'aigle gauche du parti et très critique sur le bilan du gouvernement.
La presse française voyait lundi dans ce duel le choc de deux gauches et l'illustration d'un parti socialiste profondément divisé entre une ligne utopiste et une autre hyper réaliste. Ça va vraiment être un mano à mano maintenant, puisqu'il n'y aura plus tout sauf valse, mais un vrai débat par rapport au projet que veut porter le candidat socialiste. Et donc Manuel Valls est en ballotage très défavorable, c'est vrai, mais rien n'est perdu. Manuel Valls, 31%, a appelé ses électeurs à faire le choix au second tour entre la défaite assurée s'il désigne son concurrent et la victoire possible à la présidentielle avec lui. Écoutez, c'est pas Arnaud Montebourg qui va aujourd'hui faire la différence, ce sont les Français. C'est aux Français que Manuel Valls, c'est auprès des Français qu'il s'exprime, c'est auprès des Français qu'il va chercher des voix pour les convaincre pour leur futur. En entendant le duel télévisé mercredi soir, Valls a dénoncé les promesses irréalisables et infinançables de son adversaire. Jamais la gauche française n'a été confrontée depuis très longtemps à un choix aussi clair, a-t-il estimé lundi. Fort de ses 36%, Hamon peut déjà compter sur le ralliement du candidat arrivé en 3e position, Arnaud Montebourg, 17,6%, lui aussi très critique sur la politique de François Hollande. Benoît Hamon est donc arrivé en tête dimanche soir du premier tour de la primaire organisée par le PS et aborde le second avec un net avantage face à Manuel Valls grâce au soutien apporté, comme le disait à l'instant Larissa Matsomo, par Arnaud Montebourg, troisième homme comme en 2011. Le récit de Linda Gaël Maganga. Benoît Hamon remporte le premier tour des primaires du Parti socialiste en France devant Manuel Valls. Il remercie son électorat. Je voudrais remercier tous ces électeurs de gauche qui ont démenti les pronostics les plus négatifs et qui sont venus voter à ces primaires. C'est la démonstration que nous avons là un exercice démocratique aujourd'hui qui est un rendez-vous désormais incontournable des élections présidentielles, et je veux saluer ce choix qu'ont fait les électeurs de gauche de venir voter et de me placer en tête à l'occasion de ce premier tour de la primaire citoyenne. Pour le candidat, ce premier classement symbolise l'approbation des idées qu'il défend pour le renouveau de la France. En me plaçant en tête, vous avez adressé un message clair d'espoir et de renouveau, le désir d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la gauche et de la France. Benoît Hamon envisage déjà tout mettre en œuvre pour être celui qui représentera son parti politique à la présidentielle. Et pour finir, partons en Turquie, où ce lundi matin s'est ouvert à Silivri le procès de 62 militaires, dont 28 officiers accusés d'avoir pris part au coup d'État manqué de juillet dernier. Le récit de Marina Boissa. Le premier procès de soldats accusés d'avoir pris part à la tentative de coup d'État à Istanbul en juillet dernier s'est ouvert lundi. Plus de 60 militaires turcs étant jugés pour avoir essayé de s'emparer d'un aéroport. Les militaires sont jugés ici par un tribunal en face de la prison de Silivri où un important dispositif de sécurité a été déployé. Les officiers en chef ont trompé nos enfants. Ils leur ont dit qu'ils partaient à l'aéroport Sabiha Gökçen pour une opération contre Daesh, mais ils n'étaient au courant de rien d'autre. Et lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils se sont rendus compte de ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, ils se sont rendus à la police. Au total, 62 soldats, dont 28 officiers et sous-officiers en détention provisoire, sont accusés d'avoir tenté dans la nuit du 15 au 16 juillet dernier de prendre le contrôle de l'aéroport international d'Istanbul. Ils risquent chacun 3 peines de prison à perpétuité. Les procédures judiciaires lancées après le putsch avorté sont d'une ampleur sans précédent en Turquie, où plus de 43 000 personnes ont été arrêtées dans des purges engagées après le 15 juillet et l'instauration de l'état d'urgence. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, Ali Bongo Ndimba, supporter numéro 1 des Panthères, a reçu ce lundi l'équipe nationale de football au lendemain de son élimination de la Coupe d'Afrique des Nations que le pays accueille jusqu'au 5 février. Le président a rappelé aux joueurs les défis futurs. Nous étions en Gambie où le pays tout entier attend Adama Barrow, le président élu actuellement au Sénégal où il est en exil depuis quelques jours. Après le départ de Yahya Jammeh pour la Guinée équatoriale, le nouveau président attend la sécurisation du pays.
Et vous l'avez vu à l'instant en Turquie, ouverture ce lundi du procès de 62 militaires, dont 28 officiers, accusés d'avoir pris part au coup d'État manqué de juillet dernier. Des milliers de Turcs de tous les secteurs de l'administration publique sont dans le viseur du pouvoir. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.